Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, il va être question du tout premier long métrage de fiction du célèbre cinéaste allemand Werner Herzog, 1968 pour Signe de vie, ou en version originale, c'est le même titre, Lebenszeichen. Auparavant, le monsieur avait fait quelques courts-métrages, notamment La défense sans pareil de la forteresse d'Auschwitz, qui en est plus ou moins une sorte de prélude, si vous voulez, puisque c'est le même procédé, des gens retranchés dans une sorte de forteresse, à l'écart du monde, mais Herzog avait peut-être déjà en tête ce projet plus ou moins d'adaptation d'une anecdote historique qui s'est déroulée à la fin du XVIIIe siècle, où un soldat fou s'était retranché dans un fort à Marseille et s'en était déclaré roi des lieux. Mais entre-temps, un romancier, un dramaturge, un écrivain allemand, Achim von Arnim, en avait fait un récit qu'Herzog a découvert en cours de route et il a fini par intégrer du coup celui-ci dans le scénario. C'est amusant quand même. Au casting, dans le rôle principal du soldat qui va devenir fou, un certain Strojek, Peter Bruegel, accompagné donc de deux compagnons d'infortune, on va dire ça comme ça, interprétés par deux Wolfgang. D'abord Wolfgang Reichmann qui reviendra dans le cinéma d'Herzog et Wolfgang Ungern Sternberg. Il y a aussi une actrice grecque qui joue le seul personnage féminin important ici de l'histoire, Athina Zakharopoulou. Car oui, ça a été tourné à deux endroits, mais en Grèce, notamment sur l'île de Kos, où se déroule l'intrigue. Donc là où il y a cette forteresse, ce château en ruine, et c'est très important de le signifier parce que le propre grand-père de Werner Herzog, qui était archéologue, a fait des découvertes historiques sur les lieux. Et ainsi, donc, le cinéaste récupère l'héritage de son papy et en fait aussi une forme de quasi-documentaire des lieux par moment. Il y a cette caution-là sur les ruines, les découvertes archéologiques qui sont encore sur place, forcément, mais aussi la population grecque aux alentours. C'est passionnant. On va quand même citer aussi la présence au casting d'un certain Florian Frickel, qui était pianiste, et qui joue un pianiste, mais qui a créé l'année d'après le fameux groupe Popol Vuh, qui sera ensuite, on va dire, de beaucoup de films de Werner Herzog en accompagnement musical. Et c'est ainsi que ce premier long métrage annonce pleinement et totalement on va dire, les obsessions du cinéaste, notamment donc sur des personnages déconnectés, aux idées de grandeur, à la limite de la folie, évidemment, Fitzcarraldo ou Aguirre, on y pense. On va donc suivre il s'appelle donc Strojek, je l'ai dit déjà en intro, qui a été blessé, voilà, on est en contexte de Seconde Guerre mondiale, et on va le retrancher dans cet endroit qui ne connaît pas la guerre, qui est encore un peu isolé et épargné, afin qu'il puisse se soigner. Il a donc avec lui deux de ses compagnons soldats qui le gardent et défendent les lieux au cas où, parce que quand même la guerre est autour. On le voit indirectement, ça. Il y a aussi Nora, donc une habitante, qui va visiblement se rapprocher de Strojek. Un peu compliqué de savoir comment ça se passe, parce qu'évidemment il y a des zones de flou dans le film, et pour cause. Et donc petit à petit, les trois hommes et la femme vont s'occuper sur place en attendant que Strojek aille mieux. L'ennui et la répétition de la routine va s'installer. Et des obsessions, mais pas que pour notre soldat fou qui va se prendre pour le roi des lieux, parce que c'est ça l'adaptation, un petit peu pour les autres aussi. Alors, il y en a un, Becker, qui est passionné par du coup ces textes qui sont sur des morceaux de pierre, enfin il essaye de déchiffrer des trucs, voilà, il philosophe sur les lieux. Et l'autre, Meinhard, beaucoup plus terre à terre, en mode beaucoup plus rustre aussi, a une obsession animale, sur les cafards notamment, puis il essaye de pêcher des poissons. Donc chacun a un petit peu son grain, si vous voyez ce que je veux dire, dans un monde déconnecté d'un réel difficile. Il faut voir deux choses ici. Ils sont peut-être déjà pré-traumatisés par la guerre qu'ils ont vécue, et là, dans cette attente de l'ennui, ils se sentent peut-être inutiles, ils trouvent le temps long, et à un moment, ça peut vriller. Et puis il y a Nora, qui a l'air très gentille, au chevet de ce monsieur. Il y a une scène bizarre à un moment où on sent qu'ils vont se marier, mais se marient-ils vraiment? Ne serait-ce pas une des nombreuses hallucinations d'un film qui va basculer comme le personnage principal? Alors, il faut y voir une sorte de drame psychique humain
très donc ancré dans le réel, de décors naturels, de petits encarts sur donc les villageois autour, que ce soit un vieil homme, un enfant, des enfants, plein de gens, c'est très étonnant ça. On filme les lieux aussi, d'ailleurs l'introduction place le contexte désertique, un plan fixe, petit panoramique pour montrer le véhicule qui amène notre blessé, puis on reste sur place, on voit déjà comment ça s'installe, et c'est passionnant parce que très donc ancré dans une réalité très terrestre, terrienne des lieux et de l'humanité, mais aussi ça glisse autrement, et dans l'intrigue on n'est pas loin à certains instants, et dans certains flashs comme ça de cinéma, d'une forme d'expérimental. Il y a un truc comme ça. Et c'est totalement ça, le style de Werner Herzog, du moins dans les films que j'ai vus de lui, qui sont sortis après. Par exemple, vous prenez Aguirre, il y a limite voyage dans le temps, et ça filme comme si c'était à l'époque. Il y a cette idée, quoi. Puis bon, sur le tournage, on sait que c'était très âpre. Mais en même temps, tu avais un côté totalement fou, avec le personnage principal, et l'acteur, en plus, mais aussi dans certaines réflexions. On prend son Nosferatu aussi, qui est très bizarre, évidemment, c'est de la pure fiction, mais ça commençait par filmer des lieux mortuaires, là, d'un autre endroit d'ailleurs. Voilà, c'est ça aussi le cinéma de Werner Herzog. Il y a quelque chose de quasi documenté, historico-réaliste sur les racines de l'humanité, pour mieux, après, nous faire basculer dans la psyché humaine, et de voir comment quelqu'un peut voilà, se retrouver à la fois avec des idées de grandeur et écrasé par le monde. Il y a une double on va dire, interaction là des choses, et c'est exceptionnel comme premier long métrage. Voilà, si vous aimez le cinéma de Werner Herzog et vous n'avez pas vu ça, vous allez y trouver tous les embryons. Il y a déjà quelque chose qui est hyper abouti, vraiment, je peux le dire, hein, c'est un des meilleurs Herzog que j'ai vu, fatalement, du coup. Voilà, évidemment, tu partages l'ennui ou la routine par moment, mais c'est filmé de façon toujours intense. Il y a quelque chose. Et puis évidemment, après la bascule, alors, je ferai peut-être une mini-zone spoiler pour dire comment ça se termine. Alors, ça n'a aucun intérêt de spoiler ou pas spoiler le film. Vous pouvez tout lire sur le film, le voir, vous y verrez une expérience visuelle de cinéma. C'est ça aussi qui est important. Mais voir comment d'ailleurs ce décrescendo s'opère, et puis par des petits encarts à droite à gauche comme ça. Alors, je parlais de cette scène de mariage, on sait pas en fait, hein, ou carnaval, ou reproduction de trucs, ou c'est dans la tête du personnage qui commence à basculer. Il y a tout un délire en fait. Déjà, en plus, Herzog, il a eu l'idée folle de faire courir son acteur pendant plusieurs kilomètres avant de tourner cette scène, et on le voit complètement exsangue, etc. Tu comprends pas pourquoi, mais c'est l'idée de faire basculer peut-être le personnage dans la folie avec un acteur à bout de souffle. Je trouve ça génial. Et la façon dont le montage est effectué sur cette scène en particulier, qui est dans à la fin du premier tiers du film, qui dure 1h30, donc un peu plus de 30 minutes, t'as des trucs dans le travail sonore de bourdonnement bizarre, t'as des chants contre chants avec des chats qui sont là, il y a l'animalité autour, et la population qui se fige face à cette scène. En gros, on se demande si c'est pas un peu là-dedans. Mais plus tard, hein, il y aura des hallucinations diverses et variées, notamment de moulins, là, et on pensera évidemment à Don Quichotte. Et je pense qu'il y a ces petites réflexions, ces petites références aussi littéraires et mythologiques qui baignent à droite à gauche. Comme à un moment, il veut brûler le soleil. On peut penser à Icare, si vous voulez, mais c'est encore autre chose. On est en Grèce, tu as un peu l'impression aussi qu'il est pénétré par les lieux et l'histoire, la mythologie de cet endroit. Mais au final, voilà, devenir roi des lieux pour quelqu'un qui n'a plus sa place en fait. C'est ça, on va dire, l'intensité, la profondeur psychologique. C'est passionnant parce qu'on a quelqu'un qui donc a vécu plusieurs mois, plusieurs années de conflit, qui est blessé, qui donc fatalement, là, en attente de récupérer, se retrouve foncièrement inutile dans son rôle de soldat. Potentiellement, donc, il rumine ce qu'il a vécu avant. Et du coup, en plus, il pourrait se sentir comme un fardeau, parce qu'il y a 2 autres soldats qui sont mobilisés pour le garder. Il y a cet endroit autour, il y a des conflits, mais ils espèrent ou ils n'espèrent pas justement un jour que le conflit vienne à eux. Enfin, il y a cette idée-là à un moment. Ils défendent un truc ça sert à rien. Voilà, et c'est ça en fait, c'est cette idée de vacuité absolue, d'échec mental total pour des gens qui
ont servi donc à l'époque leur nation. Il faut quand même savoir que c'est quand même le Troisième Reich et tout à l'époque, c'est bien la Seconde Guerre mondiale. Hein. J'ai peur de me tromper. C'est la première ou la Seconde Guerre? Je suis même pas sûr que ce soit précisé, mais je crois que c'est la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est bon, peu importe. Donc des hommes là qui devaient servir et être utiles, qui sont complètement sortis du monde de l'extérieur. Et le pire, c'est que le conflit, on le sent, il rôde. La mort, au début, on la voit parce que la caméra, sur cette route d'intro avant d'arriver au château, passe sur des chemins et tout, et on voit des morts. Des soldats morts. Mais là encore, est-ce qu'on les voit vraiment? C'est pas dans la tête ou des souvenirs des soldats. C'est-à-dire que le conflit a été là, ou est encore là, mais on n'en verra rien. Le seul conflit, ce sera le conflit intérieur de ce soldat, et de comment il va, à un moment, défendre les lieux, parce que c'est lui le roi, et il va les dégager. Enfin, c'est un bazar sans nom. Mais le plus important, c'est vraiment voilà, la narration, le montage visuel de ce que Herzog fait, et on rentre dans son cinéma, mais alors de plein pied ici. Au moment où il rencontre ce pianiste, y a-t-il vraiment un pianiste sur place? Herzog nous présente un de ses amis qui deviendra un de ses compositeurs. Il y a déjà le chef-op Thomas Maurer qui capte parfaitement les lieux, comme il le fera ensuite sur Fitzcarraldo ou Aguirre. C'est pour ça que c'est important, vraiment, d'entrer dans cet univers-là. Et il y a beaucoup d'animalité, mais tout ça, voilà. Pas que les cafards, pas que les chats aussi. Il y a même un âne à un moment. Et même une chouette en bois. Et le personnage du Tzigane aussi. Oh là là, il y a plein de trucs. Personnage du Tzigane qui se présente comme un roi qui est à la recherche de son peuple hein, depuis son enfance. C'est lunaire. Ben ça annonce aussi une certaine bascule vers la folie du soldat pour plus tard. Mais qui est ce personnage? Pourquoi est-il là? J'adore ça. J'adore cette idée. C'est-à-dire que tu as des moments comme ça, sortis de nulle part. Pour arriver au spoiler final dans un échec absolu. C'est-à-dire que le gars, bon, il se retranche, il les chasse en leur tirant, bon, en tirant en l'air, mais quand même. Il crée une panique monumentale dans le village à côté. Mais bon, les seuls dégâts qu'il va faire, c'est tuer un âne. Un échec, vraiment la vacuité horrible pour ce pauvre animal qui n'a rien demandé. Et brûler une chaise. C'est tout. Et après, il y a l'attente. Une attente pour que, voilà, le capitaine local, il se demande, il y a une discussion avec des psys ou autres, là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Dans cette attente, on voit un peu, donc, encore la vie qui essaye de se réinstaller aux alentours, dont un qui fait une danse locale, un peu à la James Stewart dans La vie est belle, je ne sais même pas s'il n'y a pas une référence. Et puis, bouquet final de feu d'artifice, où il fait péter les explosifs, les munitions qu'il a, avant d'être interpellé et arrêté. Mais en hors-champ. Parce qu'il y a pas mal de hors-champ dans le film. À un moment, on apprend qu'il veut jouer au funambule, donc quand même, il joue avec la mort, et il est sauvé par Nora. Mais ça, c'est la voix off en hors-champ qui le dit, enfin, la voix off qui raconte, donc ça s'est passé en hors-champ. Et à la fin, l'armée va intervenir pour le neutraliser, on le voit pas, c'est cette voix off qui le dit. Et cette voix off qu'on a au début, etc., qui fait très documentaire, qui fait très récit aussi, c'est passionnant. C'est-à-dire que je suis pas tout le temps fan des voix off dans les films, et tout, mais quand c'est utilisé comme ça à bon escient, et que ça renforce une idée, je trouve ça passionnant. Et puis la fin, donc voilà, hein, la crise se termine, on ne sait pas trop comment ça va se résoudre, où il va être amené. La fin, c'est juste cette route de poussière filmée de l'arrière d'un véhicule, qui est un écho du début, filmé de loin. Là, on est vraiment embarqué, mais il ne restera plus que voilà, ce brouillard de poussière-là, et ça s'estompe. C'est la vacuité absolue. La vacuité absolue. Mais quand même, on visite ces lieux-là, sur l'île de Kos, et en fait, il revisite ce que le grand-père a fait. Et en fait, c'est tout aussi passionnant que le film en lui-même et donc la descente psychologique de ce soldat, inspiré de faits réels. Et évidemment, ici mis sous forme de 7e art avec des intentions autres que la réalité. Je ferme la zone spoiler. Autre que la réalité, tout ça, mais Werner Herzog est très ancré dans une forme de réel aussi, donc comment un être humain peut se perdre. Ici, dans un contexte de guerre, certainement, déjà, c'est très très dur, mais aussi n'importe. Hein. Voilà, à un moment, tu essayes d'exister. Quand l'humain essaye d'exister, au-delà même de ce qu'il peut contrôler ou non, il s'invente un univers mental. Et il essaye ici, par exemple, de devenir le roi des dieux, un roi sans couronne, un roi sans terre, ou quelqu'un qui est dans son... Voilà, un roi dans sa tête, mais alors, à quel prix et pour quel résultat? C'est passionnant. Et donc, c'est Aguirre avant l'heure, aussi. Voilà, mais même Fitzcarraldo, cette idée d'obsession ultime. Mais comme je le disais quand même, plutôt, il n'y a pas que lui qui est obsédé par. C'est-à-dire que quand même, ça rumine, quand vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes
on va dire, enlevé de votre fonction première, comme ces soldats. Il y a presque une forme de culpabilité intérieure qui fait que vous allez vriller mentalement, parce que c'est un peu cette idée-là. Et autour, tout ce qui peut se passer, la vraie vie autour, ne change rien. La vraie vie des habitants, de Nora, donc cette locale qui vient aider, une sorte d'infirmière, on ne sait pas, hein, mais s'ils se connaissaient avant, il y a une impression quand même, sur la première discussion que Nora et notre soldat ont, qu'ils se connaissaient déjà, mais c'est bizarre, ça n'a aucun sens, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai bon film, hein, signe de vie, et donc signe du cinéma de Werner Herzog, premiers signes qui seront confirmés par la suite, avec ce noir et blanc aussi, évidemment, alors qui, peut-être pour des raisons de budget, mais renforce aussi l'idée quasi documentaire de l'époque. Hein. Et j'arrive pas vraiment à me dire si c'est Première ou Seconde Guerre mondiale. Et vous savez, ça me perturbe, et ça a une grande importance. Hein. Alors, évidemment, vous me le direz en commentaire, j'ai peut-être raté une info, et par rapport on va dire aux uniformes, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ça questionne beaucoup sur la psyché humaine. Et pas que dans un contexte de guerre, dans un contexte de repli sur soi-même et repli du monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors qu'autour, ça existe et c'est dur. Qu'est-ce que nous, on doit se réinventer en tête pour pouvoir exister? C'est tout le sujet de ce film de Werner Herzog, et peut-être aussi un peu de son cinéma. Des gens qui sont confrontés au monde, qui les écrasent. Peut-être. Kaspar Hauser aussi, hein, dont j'ai parlé sur la chaîne, c'est totalement ça. Allez, à vous la parole en commentaire, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.